l'ESR, c'est vrai que vous avez des salaires, des statuts, etc. particuliers, je ne parle même pas de tous les précaires, alors peut-être que en fait, ce que je comprends, mais peut-être je comprends encore mal, peut-être ceux qui peuvent gagner cette réforme, c'est tous les précaires, et mon argument, c'est que cette réforme, elle permet de donner des retraites à tous les précaires qui préparent. Ils préparent la précarité du monde du travail, et cette retraite permettra d'assurer un minimum à tout le monde. J'ai pour preuve de cet argument, c'est qu'une femme de la majorité, une députée En Marche, disait oui, moi j'étais pour dedans, ce premier euro. Et du coup, je suis bien contente que mon premier euro, ma première vacation, me rapporte de l'argent. Après, j'ai eu des enfants, je suis bien heureuse que, etc. Donc, je le dis précisément, oui, c'est une réforme faite pour les précaires. Merci beaucoup de nous entendre. Donc, on fait partie du comité de mobilisation FAC et Labo en lutte. Donc, je vais présenter quelques éléments de cadrage sur la situation de l'enseignement supérieur et la recherche, qu'on appelle l'ESR, et en particulier les réactions face aux réformes de retraite et face à une autre réforme annoncée dans les prochains mois, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, l'ESR. Alors juste un petit élément de cadrage, l'ESR ça représente beaucoup de monde, ça représente plus de 250 000 personnes, sans compter les dizaines de milliers de vacataires. Ça recouvre environ 200 000 personnes dans l'enseignement supérieur, dont 130 000 titulaires, qui se décomposent en 70 000 environ enseignants-chercheurs, et 60 000, on appelle les BIATS, bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé. Et ça recouvre également 56 000 personnes qui travaillent dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les EPST, dont 40 000 titulaires, ça recouvre, qui inclut environ pour moitié le personnel du CNRS, qui est le plus gros EPST en France. Généralement, ils intègrent 1,8 SMIC. Rien n'est dit sur les conditions d'entrée des IT et des BIATS, des personnels administratifs et techniques. Et enfin, l'autre solution consisterait à appliquer des primes sélectives, donc seulement pour une petite partie des personnels, et qui sont loin de couvrir les pertes de revenus que nous avons subies depuis plusieurs années. Là, nous avons subi une somme de 100 millions, ce qui correspond en gros à l'inflation de cette année et ne correspond même pas au gel du point d'indice de cette année. Deuxième point sur lequel on voudrait insister, les carrières dans l'ESR sont très particulières. On note un accès tardif au statut de fonctionnaire, 33 ans pour les chargés de recherche, 34 pour les maîtresses de conférences et 37 ans pour les ingénieurs de recherche dans les EPST. Et cet âge s'accroît au fur et à mesure depuis plusieurs années. En fait, on insiste ici, ce n'est pas une carrière qui verrait de la précarité dans les premières années et ensuite une carrière stabilisée. En fait, on a un vrai système de double carrière. On a quasiment une vraie carrière de précarité qui dure pendant 10-15 ans dans un premier temps, et ensuite une carrière de fonctionnaire pour ceux qui parviennent à obtenir un poste, c'est-à-dire une portion minoritaire des précaires. Donc avant le recrutement sur statut fonctionnaire, les personnes accumulent une succession de contrats précaires avec des salaires peu élevés. Ça commence par le contrat doctoral pour une partie des personnes, le contrat doctoral qui a été mis en place en 2009, qui a un peu amélioré la situation, puisque dès lors, quand on obtient un contrat doctoral, on cotise, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Mais reste que 40% des doctorants et doctorantes en première année n'ont pas de financement, qu'il reste des bourses qui ne donnent pas accès à des mécanismes de sécurité sociale, enfin de cotisation, pardon, etc. Le montant du contrat doctoral est très faible, 1,15 SMIC. Ça se traduit de fait par une diminution du nombre de doctorants et doctorantes en France, contrairement à la plupart des autres pays. Les carrières dans l'ESR, elles ont aussi une autre caractéristique, les changements de grade importants et donc de salaire, d'augmentation de salaire, quel que soit le statut, se font généralement en deuxième partie de carrière, c'est-à-dire au-delà de 50 ans. D'où l'importance de conserver la prise en compte des dernières années dans le calcul de la retraite. On ne sait pas encore selon quelle mesure, et si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, c'est l'âge pivot à 64 ans qui sera automatiquement mis, ce qui en fait fait prendre le pire des deux systèmes. C'est-à-dire qu'on reste sur un système où on aura une durée de cotisation, une cotisation donc, à 42 pour cette génération,
Mais en gros, si on a cotisé 42 ans mais qu'on n'a pas encore 64 ans, on aura quand même des cotes. Donc, je vois ce que disait Cédric, donc la question des primes, elle est hyper importante. Elle est importante à deux égards. C'est que premièrement, si on part du principe qu'on fait une réforme à budget constant, on part sur en fait, ce qui va être un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si on intègre les primes des fonctionnaires, disons pour les hauts fonctionnaires qui ont des taux de primes qui peuvent aller jusqu'à des taux qui représentent 60% de leur salaire, forcément pour eux ça va être avantageux. Si on est dans un système où en fait il va y avoir des gagnants et ce seront eux, il y aura aussi des perdants et ce seront les fonctionnaires qui n'ont pas de primes, puisqu'on a un budget constant. Donc on ne peut pas en augmenter certains sans en dégrader d'autres. Donc il y a nécessairement cet effet-là, au moins du coup une perte relative et une perte tout court du fait du coup ce que disait Cédric, c'est qu'on a une forte baisse qui est annoncée du taux de remplacement sur le traitement indiciaire, mais du coup on nous annonce qu'on va inclure les primes pour compenser cette dégradation. Or du coup nécessairement si on n'a pas de prime, ça ne va rien compenser du tout. Elle n'a pas de sens, cette prime individualisée qu'ils entendent mettre en place et qu'ils ont déjà mis en place pour partie. La recherche, elle est collective. Et il faut défendre ce modèle de collégialité de la recherche. On ne travaille pas tout seul, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui signe un article qu'il n'y a pas d'autres personnes qui travaillent avec lui ou elle. Généralement maintenant, on travaille d'ailleurs dans des collectifs qui soient petits ou grands. Et ça n'a aucun sens ici de récompenser une personne parmi ce collectif. Ça ne ferait que nous diviser, ça ne ferait que produire une recherche un peu gadget uniquement pour obtenir la prime, voire favoriser la recherche falsifiée, comme dans les sciences de la vie. On voit de plus en plus de cas remontés d'articles scientifiques, soi-disant scientifiques, qui sont produits trop vite avec des données. Ce qui va se passer, c'est qu'en s'alignant sur les taux de cotisation du privé, en fait, l'État, lui, va diminuer énormément sa part de cotisation. Par contre, ça va être supporté uniquement sur du coup, notre part à nous, sur nos cotisations à nous. Et du coup, on cotise plus pour moins de retraite et l'État, lui, se désengage toujours plus. De toute façon, c'est la baisse pour tout le monde, va induire nécessairement une baisse pour nous aussi. Et que là-dessus, on est mangé. Quelle que soit la carrière d'un individu, c'est toujours mieux une pension calculée à partir des 25 premières meilleures années qu'une pension calculée à partir de toute la carrière, oui, fatalement. Et la seule chose effectivement à laquelle la personne peut y gagner, c'est l'âge à laquelle elle a le droit de partir à la retraite. Mais quand la retraite est misérable, les gens vont continuer à travailler. Oui, oui, bien sûr. Surtout, on n'a pas besoin d'une réforme du système à points pour... Moi, je pense que c'est un énorme mensonge que de dire que les précaires vont y gagner, y compris les gens qui sont dans la précarité de l'ensemble de leur carrière. C'est un artifice. Dire chaque euro amènera une cotisation, ça véhicule un peu l'idée que du coup ces périodes de vacation, elles seront reconnues d'une certaine manière. C'est vrai, mais en fait, il vaut mieux qu'elles soient oubliées, quoi, parce que voilà, et donc les 25 meilleures années, c'était aussi décidé dans les années 90 à une période où il y avait du chômage, et donc le chômage, enfin les 25 meilleures années, c'est-à-dire, c'était pensé, je pense, un peu entre 30 ans et 55 ans, la période de la vie où le chômage est le moins fort, quoi. Il y avait un peu un sens sociologique à ces 25 meilleures années, ce qui permet d'oublier justement les périodes de vacation avant les 30 ans ou les périodes de chômage. Et maintenant, en fait, de les prendre en compte, bah, oui, effectivement, ils vont être pris en compte dans le calcul, mais ce sera pénalisant pour toutes les personnes qui auront eu des carrières de ce type-là. Déjà aujourd'hui, 38% d'inégalité de retraite entre hommes et femmes. Ces inégalités, elles sont liées aux inégalités de salaire. Mais pas seulement, puisque vous voyez que l'écart brut de salaire, c'est 25,7%, alors que l'écart de retraite, c'est 38%. Alors, c'est lié à des inégalités dans les carrières entre hommes et femmes qu'on trouve en général, mais qui sont aussi valables dans notre secteur. Donc d'abord, c'est lié à ce qu'on appelle un plancher collant, c'est-à-dire que les femmes se trouvent souvent coincées dans des statuts d'emploi qui sont défavorables. Donc, notamment les CDD chez nous, on voit qu'il y a plus de femmes non titulaires que d'hommes. Donc parmi les non titulaires, parmi les enseignants, c'est 45% de femmes, 39% seulement parmi les titulaires. Les femmes sont recrutées sur les postes de maître de conférence à 35 ans contre 34 ans pour les hommes, donc un petit peu plus tard. Et pareil, hein, chez les chercheurs, elles sont plus nombreuses chez les non titulaires que chez les titulaires. Et chez les administratifs, elles constituent 74,5% des administratifs de catégorie A,
contre 62% des catégories-là titulaires. Alors il y a aussi l'effet du plafond de verre, le fait que les femmes progressent moins que les hommes dans leur carrière. Donc là, vous le voyez, c'est très clair chez les enseignants-chercheurs, 44% de femmes parmi les maîtres de conf, contre 27% parmi les professeurs d'université. Les principes de la retraite par points, ça va vraiment être ça. C'est une addition des discriminations. C'est pas une addition de ce qu'on a fait, c'est une addition de tout ce qu'on n'a pas eu en fait.